Bien, bonjour, 1, 2, 1, 2, ça enregistre. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à cette table ronde sur le piratage des contenus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, Philippe Loranchet, je suis journaliste pour le magazine Écran Total, et à ma gauche, nous avons Didier Wang, qui est ingénieur à l'Adopi. Alors, je pense que on a mal en fait choisi le titre de la conférence. Je pense qu'on aurait dû mettre pirater sans être opéré, ou comment accéder à tous les contenus gratuitement. Et je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de monde en fait. Donc, on a peut-être raté, d'un point de vue éditorial, l'accroche de la conférence. D'autant qu'en ce moment, il y a une autre conférence sur la formation, et qu'il y a un autre sujet qui est important dans le secteur de l'audiovisuel. Donc, bien, merci Didier d'être venu jusqu'à nous pour parler de cette problématique qui concerne évidemment tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'audiovisuel, puisque producteurs, réalisateurs, créateurs, distributeurs sont concernés évidemment par la diffusion des contenus et la remontée de recettes, ce qui s'appelle la consommation avec licence. Et depuis que le numérique est arrivé, qui rend la duplication des données et des contenus beaucoup plus facile, eh bien est arrivée la consommation hors licence, avec donc un écosystème qui s'est mis en place, parallèlement à un écosystème légal qui permet d'accéder à des contenus en dehors du circuit normal de diffusion des œuvres. Évidemment qui court-circuite la chronologie des médias. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ce qu'on appelle le piratage est ce qu'il est dans le monde. Et puis, du moment où ce piratage est arrivé, il y a eu des contre-mesures avec un espèce de jeu du chat et de la souris ou du bouclier et de l'épée. C'est un peu comment on voit la chose. Un mécanisme qui s'est mis en place pour contrer ces pratiques illégales. Donc aujourd'hui, eh bien, les moyens sont de plus en plus sophistiqués. La façon de consommer du contenu aussi s'est grandement élargie. On ne regarde plus seulement des films au cinéma, mais aussi à la télévision. On regarde sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Et avec cette diversité de supports, et bien sont arrivées diverses voies pour accéder à ces contenus et un certain nombre de parades pour les en empêcher. Donc l'Adopi a été créée il y a 10 ans, hein, donc en 2009. Donc l'Adopi a 10 ans, c'était à une époque effectivement où les ayants droit, en particulier les producteurs et distributeurs de cinéma, étaient très inquiets de la consommation, l'accès de leurs films quasiment instantanément ou très rapidement après la sortie en salle sur Internet, gratuitement, parfois au départ avec des caméscopes qui étaient dans la salle de cinéma. Et donc les ayants droit se sont organisés, se sont fédérés, ont créé l'ALPA, donc l'Agence de lutte contre la piraterie audiovisuelle, et a été mis en place tout un arsenal technique et juridique et législatif pour contrer cette pratique. Donc peut-être en 2 mots pour commencer, pourriez nous rappeler donc ce qu'est l'Adopi, quelles sont ses missions et ses prérogatives, et puis comment elle va évoluer, puisque je crois qu'en ce moment, dans le cadre du projet de loi audiovisuel, il est question que l'Adopi fusionne avec le CSA, en tout cas c'est ce qui est dans la loi. Mais peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que l'Adopi en quelques mots. Effectivement, merci. Bonjour. L'Adopi, effectivement, qui vient de fêter ses 10 ans, elle est surtout connue en général pour la réponse graduée, c'est-à-dire en fait l'envoi de messages de sensibilisation et d'avertissement aux internautes qui, sur les réseaux pair à pair, qui eux existent depuis maintenant une 20aine d'années, téléchargent et partagent des contenus protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Mais ce n'est pas la seule activité, même si aujourd'hui je crois qu'on a largement dépassé les 10 millions d'avertissements envoyés et plusieurs milliers de cas qui sont transmis au parquet pour les récidivistes les plus chevronnés. Mais l'Adopi a aussi d'autres missions, notamment celle qui est limitée à l'heure actuelle à de l'observation des pratiques licites et illicites, principalement dans l'espace numérique. Également l'encouragement au développement de l'offre légale en recensant les offres qui sont respectueuses du droit d'auteur.
en menant des campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'attention du grand public et dans l'éducation nationale, enfin, au niveau des écoles. Plus d'autres rôles qui étaient jusqu'à présent peut-être moins mis en avant, mais notamment un suivi des expérimentations en matière de reconnaissance de contenu, c'est-à-dire en gros tous les outils qui peuvent servir notamment sur les grosses plateformes numériques à reconnaître des contenus et à les bloquer, monétiser. Donc ça, si vous connaissez les noms de Content ID sur YouTube ou Rights Manager sur Facebook, c'est des outils dont on a beaucoup parlé. Notamment l'année dernière dans le cadre d'une directive européenne qui prévoyait une généralisation de ce genre d'outils pour mieux protéger les œuvres sur les plateformes numériques. Et enfin, il y a aussi un rôle pour la haute autorité de régulation des mesures techniques de protection. Alors, il y a une dizaine d'années, ça concernait toutes les mesures, les systèmes anti-copie sur les DVD. Aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui est moins prépondérant, mais ça fait quand même partie de l'univers de ce que couvre l'ADOPI. Et si on replace ça un petit peu d'ailleurs dans l'histoire du piratage, alors sans remonter jusqu'à la copie de cassettes audio, mais si on se positionne par rapport à Internet, en 1999 même d'ailleurs avait commencé le logiciel Napster. Donc au début on était sur des pratiques qui étaient vraiment entre particuliers, en se reposant sur certains sites Internet, mais c'était relativement communautaire et sans forcément un but de profit. Et ensuite alors, le pair à pair existe toujours, mais il y a d'autres technologies qui sont arrivées, évidemment, le téléchargement direct et le streaming avec les Mega Upload ou YouTube de l'époque, auxquels des outils ont été développés plutôt par les pirates, on va dire, pour contourner ou pour améliorer les pratiques. Les VPN qui permettent par exemple d'aller sur un réseau pair à pair sans être identifié directement. Les débriders qui permettent à moindre coût de pouvoir télécharger en premium sur tout un tas de plateformes de téléchargement direct sans avoir à s'abonner à chaque fois à chaque plateforme. Donc la créativité est assez forte. Ces dernières années, on a vu apparaître avec l'amélioration des réseaux aussi des nouvelles pratiques comme le piratage de contenu en direct, le live streaming, des offres IPTV qui consistent à proposer pour quelques euros l'accès à des milliers de chaînes en direct et aussi maintenant des dizaines de milliers de contenus à la demande, soit via des applications qu'on peut mettre sur son téléphone portable, sur son ordinateur, soit via des petits boîtiers configurés qu'on peut brancher directement sur la télé. Donc, au départ, de simples logiciels qu'il fallait installer sur des ordinateurs pour échanger des fichiers, on est passé aujourd'hui effectivement à un écosystème qui est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on remarque aussi, et qui n'arrête pas, donc évidemment, si demain on améliore aussi les mesures pour lutter contre les sites internet, notamment en bloquant l'accès à ces sites, on peut s'attendre à ce que d'autres outils se développent pour essayer toujours de contourner. Alors, le stream ripping, effectivement, c'est ce qui consiste à prendre de la musique qui serait sur YouTube et à pouvoir, d'un simple clic, pouvoir en faire un enregistrement au format audio sur son ordinateur. Et les débriders, c'était plutôt que de s'abonner à tout un tas de services payants pour télécharger de manière illimitée, en fait, ça consiste à s'abonner à un seul débrider qui lui-même donne accès derrière, donne toutes les clés pour tout un ensemble de plateformes qui sont souvent massivement utilisées à des fins illicites. Et ce qu'on peut observer d'ailleurs, c'est aussi finalement, il y a aussi une accélération de ces générations de nouveaux outils. Donc derrière, il faut suivre. Et effectivement, l'ADOPI a souvent été, par la loi, en fait, on est limité à observer cette évolution. Mais encore aujourd'hui, on est limité à des actions sur les réseaux pair à pair. Donc le but de la loi que vous évoquiez tout à l'heure, la loi audiovisuelle qui va être discutée l'année prochaine, c'est aussi de donner des nouveaux pouvoirs et des nouveaux moyens pour pouvoir adresser de manière plus appropriée tous les éléments qu'on retrouve ici sur cette courbe. Sur cette chronologie. En termes d'usage, sur une étude qu'on a publiée au début de cette année, mais qui était issue de sondages réalisés l'année dernière, en termes de pratique, on constate qu'effectivement, c'est encore les films et les séries télé qui sont les plus concernés par les pratiques illicites aujourd'hui. Les séries 50% et les films 55%, c'est ça Effectivement. Et ensuite, en termes de... Alors, il y a aussi les jeux vidéo et les livres ou les mangas qui peuvent être téléchargés, qui sont là plus spécifiques. Mais en termes d'audiovisuel, on retrouve quand même le sport qui est en hausse assez significative ces dernières années. On parlait de sport, c'est du sport en direct. Voilà. Ça consiste à regarder le match samedi soir, dimanche soir. Oui.
A priori, oui, sans problème. Si vous ne voulez pas prendre en photo à chaque fois. Donc il y a des nouveaux contenus qui sont inclus. C'est-à-dire, il y a 10 ans, par exemple, le fait de regarder en direct un programme en haute définition tel qu'un match de sport, c'était quand même compliqué parce que les réseaux ne suivaient pas. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait possible et pose pas de problème. Oui, Mais et aujourd'hui plus compliqué, enfin, pour un amateur de foot, entre Canal+, Being, enfin, la répartition des droits est sur plusieurs acteurs maintenant. Donc un passionné de foot, avant il avait Canal, il s'était brouillé avec. Aujourd'hui, il faut qu'il multiplie les abonnements s'il veut. Exactement. Et curieusement, ou pas si curieusement que ça, effectivement, les pays dans lesquels les fameuses box dont je parlais, qu'on peut brancher sur les télés, et les offres illicites dédiées au contenu en direct, se sont en général développées tout à coup dans les pays dans lesquels il y avait une multiplication du nombre d'offres payantes qui pouvaient du coup avoir des coûts assez significatifs. Et oui, l'un et l'autre ne sont pas complètement étrangers. Certainement. Parce que je vois aussi effectivement le peer-to-peer, enfin, qui était un peu à l'origine la pratique la plus courante il y a 10 ans, en gros, sur l'échange de fichiers ou de films, représente 35%. Est-ce que ça a beaucoup baissé? Est-ce que ça a toujours été cette proportion? Est-ce que c'est... Alors ça a beaucoup baissé, si on considère qu'il y a 15 ou 20 ans, c'était quasiment 100%. Effectivement, ça a baissé, plus en France que dans d'autres pays d'ailleurs. Alors le fait effectivement qu'il y ait de la surveillance, des envois de notifications a pu jouer. Et donc le téléchargement direct et le streaming ont quand même beaucoup pris la place. Le streaming, c'est vrai que la facilité d'accès, c'est si on trouve un site qui fonctionne, d'un simple clic, la vidéo peut démarrer. Le téléchargement direct est quand même assez utilisé, y compris en nombre d'actes. Là, on est plutôt en proportion d'internautes qui ont des pratiques illicites. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord télécharger un contenu pour pouvoir y accéder. Donc le streaming reste encore aujourd'hui. Mais parler avant la conférence, juste pour donner quelques chiffres sur le nombre d'identifications et d'avertissements sur la réponse graduée, combien d'internautes qui ont été identifiés, combien ont reçu l'avertissement. Alors sur les avertissements, il y avait plus de 10 millions. Je crois que les 10 millionième notification avait été envoyée en 2017. Et là, par exemple, depuis le début de l'année, je sais qu'on a plus de 400 000 envois de notifications électroniques et à plus de 150 000 secondes notifications, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont déjà été sensibilisées une première fois, mais qui apparemment, d'après les notifications qu'on reçoit des ayants droit, continuent à partager des contenus sans autorisation. Donc là, on envoie un deuxième avertissement et on a plus de 1000 dossiers qui ont ensuite, en cas de récidive multiple, été transférés à des procureurs. Alors ça concerne que les internautes qui, sur les réseaux pair à pair, c'est un problème aussi pour les petits, clairement. de lutter, parce qu'il faut avoir une grosse masse pour pouvoir exister et se défendre sur YouTube, et moi je trouve que c'est un vrai problème. Effectivement. On va en parler de YouTube, effectivement, et en particulier de l'autre point de vue. Il devait être avec nous aujourd'hui Guillaume Hydro, qui est donc directeur de la guilde des vidéastes, mais qui est malheureusement en état de santé, n'a pas permis de venir, donc il s'excusait. Mais on parlera effectivement du cas particulier de YouTube et des contenus sur YouTube, dans les deux sens. Parce que c'est effectivement, c'est pas forcément là qu'on trouve les contenus les plus récents ou les plus frais en termes de piratage, mais par contre c'est les sites qui ont les plus grosses audiences. Et on a justement réalisé une étude cette année qui essayait de chiffrer finalement quel était l'usage des réseaux sociaux, et donc en incluant YouTube, pour consulter des contenus de manière illicite. Et effectivement, le pourcentage est assez, c'est 16% des internautes globalement. C'est pas rien. Alors effectivement, c'est pas forcément les mêmes types de contenus qu'on va trouver sur ces réseaux communautaires comparés à des sites qui, eux, se concentrent vraiment sur les contenus les plus récents. Mais en termes de pratique, oui, c'est loin d'être négligeable, effectivement. Oui. Ok. Il y a une chaîne de télé. Ok. Donc ça c'est les usages. Alors c'est les pratiques. Effectivement, si on regarde un peu l'écosystème, on peut passer assez rapidement, mais ces dernières années, avec le streaming et le téléchargement direct, on avait un fonctionnement qui était assez orienté autour de deux axes. D'un côté, des sites de référencement ou des sites qui proposent des liens vers des contenus illicites, mais ne les hébergent pas eux-mêmes. Ce qui permet de dire, nous, on ne stocke rien, on ne fait que recenser ce qui est déjà disponible par ailleurs sur Internet, et qui renvoient donc qui proposent des liens pour aller vers des fichiers qui sont sur des plateformes d'hébergement, qui eux disent, mais moi je suis juste hébergeur, je suis neutre, je ne sais pas ce que j'héberge, donc
ils essayent comme ça de se renvoyer la balle en ayant malgré tout recours à des intermédiaires qui sont à la fois pour le financement, la publicité ou des systèmes de paiement, ou aussi à des intermédiaires techniques pour fonctionner tout simplement, c'est des sites internet. Et puis les sites internet, eux, il y a une véritable concurrence en termes d'audience, donc ils sont toujours en train de se battre pour essayer d'avoir la meilleure visibilité et d'attirer le plus de monde. Ça, c'est un peu sur les dernières années ce qu'on observait. L'année dernière, on a réalisé avec le cabinet EY, on a voulu refaire une cartographie complète de l'écosystème. On retrouve des acteurs centraux tels que les sites pirates de référencement, les hébergeurs, et puis les plateformes généralistes, dont par exemple YouTube, effectivement, qu'on traite un peu à part, vu que c'est pas le même type d'acteurs. Mais ensuite, on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres services qui étaient apparus et qui sont utilisés par ces acteurs illicites, notamment pour mieux se protéger, pour pouvoir résister à des attaques, pour pouvoir opérer de manière plus discrète. Donc à ce niveau-là, ça s'est un peu complexifié. Et en plus, au niveau d'autres services qui, eux, cette fois-ci, sont utilisés par les internautes, donc en plus des logiciels pair à pair de l'époque, il y a beaucoup d'autres outils, des applications, des nouveaux services qui se sont développés. Donc l'écosystème, oui, n'est pas si simple que ça à gérer, demande finalement un suivi constant. Donc il y a une vraie économie derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des annonceurs, il y a des gens qui gagnent de l'argent, outre certains abonnements qui sont payants. On va les voir tout à l'heure. Donc, où l'internaute est invité à payer. Il y a aussi donc, de la publicité. On a une idée de ce que ça représente en termes économiques, du poids économique de ce que ça représente aujourd'hui pour les... Alors c'est assez compliqué, effectivement. On essaye de regarder ça. Disons qu'on a le plus d'études qu'on a, c'est en général des études qui servent qui permettent de chiffrer la perte estimée pour les ayants droit. Qui donc du coup se chiffre à plus d'1 milliard, et je crois, ne serait-ce que pour la perte pour l'État en termes de TVA, c'est aussi 400 millions par an. C'est ici dans l'hypothèse où, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un film a été téléchargé illégalement 1 million de fois. On dit, s'il y avait eu 1 million d'entrées de plus en salle, ça aurait fait... Alors justement, dans le cabinet qui s'occupe de faire ça, essaie d'appliquer un ratio sur effectivement, essaie de mesurer quelle est la part d'activité réellement perdue. Donc c'est toujours très compliqué, d'autant qu'on a différents types de contenus. Alors en plus, là, c'est des chiffres qui sont que pour le secteur de l'audiovisuel classique, mais le sport, eux, ont aussi d'autres enjeux. Donc effectivement, les sommes sont assez énormes, ça, c'est ce qui est sûr. Les gains des pirates sont certainement moindres, ça c'est sûr. Mais comme c'est finalement un nombre aussi assez limité et restreint de personnes par rapport à toute l'industrie de l'audiovisuel, par personne, ça fait un revenu qui peut être assez significatif et qui permet aujourd'hui justement plus le secteur se professionnalise, plus les ennemis sont difficiles à arrêter et à attraper. Je dis, il peut y avoir des résultats un peu contre-intuitifs sur les pratiques. Enfin, il y a eu une étude récente sur justement les pratiques des abonnés de Netflix, des plateformes, avec la crainte que les distributeurs de cinéma craignaient, et les exploitants craignaient que l'arrivée de ces plateformes ne vide les salles. Et en fait, l'étude démontrait, à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre, que en fait, plus les gens regardaient sur Netflix, et plus ils allaient au cinéma. Enfin, il n'y avait pas un effet de siphon entre l'un et l'autre, et que les cinéphiles, ça les empêchait pas de regarder des séries sur des plateformes, et ça les empêchait pas d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des vases communicants entre les deux secteurs, quoi. Et on a d'ailleurs la même chose sur Internet. Il y a des années, quand l'offre légale était aussi beaucoup plus restreinte, on avait souvent des gens qui disaient payer ou pirater. Ça, c'est quelque chose que depuis plusieurs années, on a vu, ça a complètement évolué. Et on a aujourd'hui finalement vraiment un gros de la population des internautes qui ont des pratiques mixtes. C'est-à-dire, en fait, ils vont être à la fois abonnés à des offres payantes, peut-être pour le sport, pour abonnés à Netflix, et en parallèle, ils vont aussi aller chercher d'autres choses sur des services illicites. Donc, il y a vraiment une superposition assez significative. Les frontières se floutent. Effectivement. Ouais. Et du coup, j'ai vu les magasins qui ont pignon sur rue, notamment des box dont vous parlez. Et donc, du coup, est-ce qu'on sait comment sont faites les installations techniques et comment procèdent justement ces personnes pour pouvoir justement récupérer les flux, de différentes sources, que ce soit BIN, OCS, Canal, et comment ils arrivent à les décrypter? Est-ce que vous savez comment les repérer justement
dans leur pays parce que ça demande quand même beaucoup d'infrastructures, Exact. Oui. de développement, parce que je pense que les box sont faites pour justement ce type d'application de piratage. Donc j'ai eu l'occasion d'en voir. Et donc il y a une machine qui est derrière, et comment vous arrivez à savoir d'où ça provient, quoi. Alors c'est la structure qui aujourd'hui est la plus récente, mais aussi la plus complexe, et qui a aussi beaucoup de moyens. Parce que contrairement à la plupart des sites qui se basent sur des revenus publicitaires, de publicités qui sont quand même de moins en moins premium, donc qui rapportent peu d'argent, là on est sur des abonnements qui sont souvent payants par mois. Donc les revenus sont bien plus importants, et ça finance derrière effectivement des groupes qui sont vraiment organisés et qui sont vraiment structurés. Alors d'un côté, on a effectivement ceux qui sont chargés de récupérer des flux, et des fois plusieurs flux différents qui peuvent être marqués, qui permettrait peut-être d'identifier quel est le client qui est à l'origine de la fuite. Les images sont mixées entre elles pour essayer de brouiller le marquage. Ensuite, elles sont rediffusées sur des réseaux de revendeurs, de vendeurs et de revendeurs professionnels, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont peut-être créer des bouquets de 1000 chaînes pirates et les proposer directement à des clients, mais vont aussi pouvoir les proposer à des revendeurs qui, eux, agrègent les différentes offres et arrivent comme ça à 3000, 5000, 6000, 8000, 9000 chaînes en direct. Vous avez une slide là-dessus qui montre que les offres sont... Ouais, on va y venir sur... Et ça, c'est vraiment professionnalisé. Ouais. Très professionnel. Et donc, c'est aujourd'hui clairement le type de service qui ici, là, utiliserait le plus d'outils différents pour fonctionner, et qui sont les plus compliqués à repérer. Donc là, il faut vraiment, sur ces travaux-là, se mettre ensemble avec tous les ayants droit pour essayer de comprendre quelque chose. Depuis l'année dernière, il y a d'ailleurs un groupe d'experts dont je fais partie, qui est le UIPO, donc le Bureau européen de la c'est le European Union Intellectual Property Office, qui se concentre justement sur ces sujets-là et qui essaye de voir comment on peut, au mieux, analyser, comprendre, remonter les filières sur ces services-là, parce qu'effectivement, ça devient, comme l'écosystème, de plus en plus complexe, clairement. Okay. Alors, ouais, donc là, typiquement, ça c'est le genre de service, entre guillemets, qu'on peut voir couramment sur Internet. Voilà. Alors, relativement simple. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, un site qui lui est spécialisé dans la distribution de films en streaming. Malgré tout, on voit qu'il y a déjà un certain nombre, au niveau de l'offre, c'est relativement vaste, et il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et là, c'est des sites qui ont quand même une audience relativement forte, et qui peut facilement... Alors, ça fluctue beaucoup aujourd'hui, mais des audiences de 1 million de visiteurs uniques par mois, c'est fréquemment atteint. Là, ce sont des films qui sont sortis en DVD ou en Blu-ray Oui, ou même sur certains qui sont déjà disponibles en version pirate de manière acceptable, et donc qui sont rediffusés. Là, ça peut être avant la sortie en DVD, effectivement. Oui. Ouais, j'ai une petite parenthèse sur une évolution peut-être en 10 ans de la consommation de contenu illicite. Il y a une dizaine d'années, effectivement, ou même un peu plus, mais il y a 15-20 ans, des copies 35 mm sortaient, entre guillemets, des laboratoires, avec un télécinéma pirate qui faisait donc un télécinéma sur cassette, et qui ensuite était dupliqué. Donc c'était un accès, entre guillemets, professionnel, soit dans la salle de cinéma, voire même parfois au moment de la post-production dans les labos. Donc les majors, enfin les producteurs ont fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser les labos et les prestataires, pour professionnaliser ce qui se passe, pour que les contenus ne sortent pas des prestataires. Et aujourd'hui, on ne voit plus les films avant qu'ils soient sortis ou avant qu'ils soient disponibles sur les plateformes. Donc je dirais la rigueur à payer sur le... Effectivement. Alors du coup, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de contraintes quand on travaille sur ces contenus. Mais effectivement, ça a été entre guillemets, le prix à payer pour pouvoir limiter et mieux contrôler la protection des contenus en amont. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup moins de cas où même un film en qualité de DVD ou DVD screener sortirait avant la sortie d'un film en salle.
des acteurs comme Netflix qui alors imposent beaucoup de contraintes à leurs prestataires, effectivement, ont rarement eu des soucis. J'ai pas de mémoire. Ça peut même, enfin, si on pousse le bouchon un peu plus loin, mais ce qui est le cas, on arrive à des choses quand même un peu excessives. C'est-à-dire que pour des acteurs qui font du doublage de certains films pour Disney, enfin pour des grandes majors, les majors n'envoient plus le film en tant que tel, mais envoient un écran gris avec juste un petit cercle autour de la bouche. Voilà. Pour pouvoir synchroniser les lèvres, mais. Justement, ça, c'est encore des pratiques qui sont valables pour des grands studios, mais des petits indépendants, on peut faire ça. Alors après, ils sont moins piratés, c'est clair. Alors la contrepartie de ça, c'est que je discutais hier avec un prestataire qui fait des effets spéciaux et qui était contacté pour travailler sur une série Netflix. Et il y a un cahier des charges de sécurité informatique et de sécurité d'accès aux locaux qui est tel, qui demande 10, 30, 40, voire 50 000 euros d'investissement juste pour être aux normes de sécurité que demandent les plateformes. Et économiquement, ça fait pas de sens avec les prix qui se pratiquent en France de mettre 50 000 euros juste pour protéger. Et du coup, là, je dirais, effectivement, les contenus ne sortent pas, mais à quel prix aussi? Peut-être que le curseur est parti un peu loin Effectivement, dans la parano. L'enjeu étant important, les mesures ont été aussi assez contraignantes. Et c'est compliqué pour tout le monde d'ailleurs. C'est compliqué pour le prestataire. Mais pour le... Oui. Mais bon, alors aux États-Unis, oui, mais justement pour répondre aux difficultés d'avoir des fois plusieurs studios qui ont des règles différentes à appliquer, et eux-mêmes les studios ont du mal aussi à voir parmi tous les pays, tous les prestataires qui respectent réellement ou pas. Il y a aux États-Unis depuis 2 ans maintenant le TPN, donc le Trusted Partner Network. C'est un réseau professionnel qui se met en place et qui quelque part certifie sur une base commune en fait de règles à appliquer. Qui permet du coup de déléguer un petit peu ce travail de sécurisation et de certification, et Netflix a son programme de Trusted Partners, enfin de prestataires agréés qui répondent à un certain nombre de qualités, mais aussi de sécurité. Donc je suis pas sûr que le TPN intègre déjà Netflix, mais à partir du moment où leurs standards seront assez compatibles, il y a des chances pour qu'effectivement du coup ça simplifie aussi les obligations. Donc, toutes ces offres-là de films sont des films qui sont soit déjà sortis en Blu-ray, en DVD, ou sur certaines plateformes. Effectivement. D'accord. Alors, les films, justement... ce qui peut arriver, c'est quand... D'où viennent-ils? Alors, c'est ceux qui sont en salle et qu'on voit sur les... Alors sachant que tout le monde monte en qualité, même les sites pirates sont plus trop satisfaits des fois avec les versions filmées dans un caméscope, avec les gens qui se lèvent, qui marchent devant. Donc ce qui se pratique assez souvent aujourd'hui, c'est dans des pays dans lesquels on a de la VOD premium, c'est-à-dire des films qui sortent assez vite sur des offres VOD. Alors des fois il y a des gros sous-titres en langue asiatique au premier plan, mais ces copies-là sont récupérées. Et ensuite, dans chaque pays, on continue à avoir encore des gens qui vont dans les cinémas enregistrer la bande-son en allemand, en français, en italien et refont la synchronisation. Je veux dire, le gain que font ces sites justifie le fait d'avoir à un moment d'acheter des copies à l'étranger pour les avoir le plus tôt possible et puis d'aller envoyer des gens dans les cinémas pour récupérer le son. Oui. Surtout sur le blockbuster, parce que j'imagine que le documentaire sur les paysans. Ensuite, pour le reste, c'est dès que ça arrive en vidéo, en DVD, là en général, effectivement, dans la semaine qui suit, maximum, on les retrouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors Alors sur le téléchargement direct, là, il y a encore plus de gens qui sont concernés, puisque non seulement on a les films, les séries télé, mais aussi comme c'est du téléchargement, tout ce qui est application, logiciel, programme, les émissions télé aussi. Là, on voit sur un site comme Zone Téléchargement, qui reste un des plus connus en France. Il y a même des nouvelles catégories qui apparaissent, comme des vieux films, des vieilles séries, ou tout ce qui est e-book, les journaux, les magazines. Journaux, magazines, livres, bandes dessinées, cuisine, sciences et romans. Voilà. Donc ils testent des fois des catégories, il y en a qui disparaissent quand il n'y a peut-être pas suffisamment de demandes. Donc c'est moyen de refaire repartir la lecture finalement. Quelque part. Donc là, du coup, oui, effectivement, quand on crée des contenus, c'est difficile d'échapper à ce genre de plateforme. Là, une autre qui s'appelle Extreme Download, mais qui propose aussi, grosso modo, aussi des documentaires, des émissions, des concerts, logiciels. Le mieux, comme catégorie. Alors, en termes de choix, ils ont retiré les compteurs. À un moment, on pouvait voir ce qui était le plus vu, mais sauf que ça posait problème, parce que quand quelqu'un se faisait arrêter et que les ayants droit arrivaient avec la facture, en termes pour réclamer des dommages et intérêts, par exemple, on dit si
ce visionnage. Pour le coup, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que les gens auraient vu ou pas le contenu s'il avait fallu payer. On leur dit, puisqu'il a eu lieu, et puisque nous, on est censé toucher tant par visionnage, voilà ce que vous nous devez. Donc du coup, peu de temps après que c'est je ne sais plus en quelle année ça a été vraiment rendu possible au niveau de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, mais peu de temps après, effectivement, tout le monde a commencé à retirer les compteurs pour qu'on puisse moins voir. Mais clairement, en termes d'offres, c'est beaucoup des films et des séries télé qu'on retrouve. La musique, moins, voire même peut-être là, si, il y a quand même une catégorie musique, mais qui arrive relativement bas, puisqu'effectivement, on trouve la musique à tellement d'autres endroits aujourd'hui. En fait, si on regarde l'ordre du menu, a priori, c'est ce qui intéresse les gens en premier. C'est représentatif, oui. Donc voilà, le film, c'est relativement récent, le HD Live. C'est-à-dire qu'il y a une demande, c'est le progrès les performances des codecs de compression, de H265 par exemple, par rapport à H264, qui fait qu'aujourd'hui un film, c'est quoi, c'est 1 giga, 2 gigas au lieu de 10 gigas, quoi, avec une qualité assez proche, quoi. Donc, finalement, ce site suit de très près les progrès des codecs ou et même de la technique, puisqu'on voit même de l'Ultra HD 4K, donc, alors qu'il y a relativement peu d'offres encore en 4K. Effectivement, et sur les sites de streaming tout à l'heure, on voit aussi qu'à l'inverse, il y a des versions HD, alors c'est mobile ready, c'est-à-dire qu'il y a des versions spécifiques du site qui sont prévues pour qu'on puisse le voir depuis un téléphone portable, et donc là avec des versions de vidéos qui sont plus limitées et qui permettent de mieux se charger même sur un réseau mobile sans être sur le Wi-Fi. Donc effectivement, les offres s'adaptent aux différents supports et aux différents standards. Et sur le pair à pair qui continue à exister, là aussi on est sur le même principe que le téléchargement. On a beaucoup de contenus différents qu'on peut retrouver, y compris, je vois même là par exemple des applications GPS. Donc oui. C'est large comme système. Et là, c'est sur des sites qui, eux, sont pour le coup à chaque fois dédiés à l'illicite. Oui, donc YouTube, Dailymotion. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, sur les grandes plateformes numériques, on continue aussi à trouver un certain nombre de contenus. Pourtant, il y a bien des outils qui permettent, quand on fait une empreinte d'une œuvre à l'avance, permet d'être dans une base de référence de la plateforme. Et si quelqu'un met en ligne une copie du film, l'empreinte étant très similaire, normalement, c'est bloqué. Alors, il y a des... Alors, des films un par un, et on dit qu'il fallait un certain nombre de films par an, je sais pas quoi. Le gros problème, effectivement, c'est que pour l'instant, c'est les plateformes qui ont développé des outils qui sont techniquement efficaces, souvent en travaillant avec les gros studios, qui ont beaucoup de contenu à protéger, mais pour l'instant, c'est relativement opaque la manière dont ça fonctionne et la manière dont les gens, les ayants droit peuvent accéder ou pas à ces outils. L'Adopi, pour l'instant, est en train de travailler avec le CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et le CNC sur ces outils. Et donc, on a rencontré plusieurs dizaines on a réalisé, je crois, plus d'une cinquantaine d'auditions, dont la guilde des vidéastes, pour parler des problèmes aussi bien les gens qui utilisent des médias que ceux qui doivent protéger leur propre contenu. Non, c'est peut-être justement ce qu'aurait dit certainement Guillaume Hydro, qui était venu. C'est donc il est directeur de la guilde des vidéastes. Donc c'est une association qui existe depuis 1 an et qui regroupe 120 créateurs de contenu sur YouTube, des youtubeurs pour faire court. Et un certain nombre d'entre eux ont pour objet de critiquer des films, de faire des commentaires ou des parodies. Et leur problématique à eux, c'est qu'ils estiment, et ils ont le droit de l'estimer puisque dans le droit français, il existe un droit de citation, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre quelques extraits d'un film à des fins de parodie, pédagogique. Le cadre est bien borné, mais enfin il existe. Mais c'est autorisé par la loi de citer un autre auteur ou une autre œuvre si c'est à des fins donc pédagogiques ou parodiques ou autres. Mais l'algorithme de YouTube, ce qu'il constate au quotidien, c'est que lorsqu'ils publient leurs vidéos et qu'il y a quelques secondes, ne serait-ce que d'un film, paf, tout de suite l'algorithme de YouTube les bloque.
Donc soit démonétisent leurs vidéos, ce qui pour eux est vital, puisqu'évidemment ils le font pas, ils font aussi pour gagner un peu de sous. Donc, soit carrément bloquent la vidéo, voire les excluent de YouTube. Et finalement, l'algorithme de YouTube est plus violent quelque part, et plus exigeant que ce que la loi française demande. Et ça, aujourd'hui, c'est opaque. On ne sait pas comment fonctionne cet algorithme de YouTube, quoi. Alors, on sait qu'il fonctionne assez bien, qu'il est assez précis. Ensuite, c'est la manière dont on s'en sert, qui est c'est-à-dire le paramétrage, c'est-à-dire quels sont les seuils de déclenchement qu'on règle, que YouTube impose des fois à ses propres utilisateurs, ou qu'au contraire, les utilisateurs exigent en disant « moi, je veux que ce soit bloqué à partir de 15 secondes ». Mais effectivement, est-ce que c'est 15 secondes de manière absolue? S'il y a 15 secondes d'extrait d'une émission télé ou autre sur une vidéo originale d'un vidéaste qui dure 1h30, il y a un certain nombre de critères qu'on essaye justement à l'heure actuelle vraiment de mettre en lumière pour enrichir le débat. Alors ça, c'est quelque chose, notamment le fait de pouvoir bénéficier des exceptions pour l'extrait, citation et parodie. C'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la directive européenne qui a été votée l'année dernière sur le droit d'auteur. Et donc ça fait partie des discussions qu'on a et sur lesquelles, au niveau de la transposition dans chaque pays européen, il va falloir le prendre en compte, mais aussi sachant que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué et évolutif et qui doit faire l'objet de tas de petits réglages. Il est aussi prévu qu'il y ait dans chaque pays une structure ou une autorité qui sera là en tant que médiateur pour pouvoir réfléchir à tous ces sujets-là et essayer de faire en sorte que les plateformes puissent s'adapter au mieux, même si c'est clairement a priori pas un problème technique aujourd'hui, c'est plus un problème de fonctionnement, de la manière dont on utilise cette technique pour quand même être plus flexible. Et c'est un sujet qui est en termes justement d'identification de contenu, il y a effectivement le contenu qui est déjà existant, donc en l'occurrence qui serait copié sans l'autorisation de l'ayant droit. Il y a aussi une estimation du contenu qui est assez subjective. Donc YouTube peut retirer une vidéo au titre de violence ou d'une nudité, mais est-ce que le tableau à l'origine du monde est considéré comme une image porno ou une image artistique? Donc YouTube dit que si vous faites une vidéo pédagogique sur la peinture, vous mettez le fameux tableau et que votre vidéo est coupée pour raison de nudité, vous pouvez faire appel, entre guillemets, à YouTube. Donc il y a des gens qui vont regarder, ça va prendre 10 jours, une semaine, 10 jours. Pendant ce temps-là, la vidéo est bloquée. Et quand l'essentiel des vues se fait sur les 48 heures après la sortie d'une vidéo, c'est vraiment critique. Dans ce fameux rapport dont je parle, on se penche aussi sur tout un tas d'outils prospectifs qui peuvent améliorer les choses. Alors, en s'inspirant notamment de ce qui est déjà utilisé pour la nudité, puisqu'il y a des programmes d'intelligence artificielle qui essayent de reconnaître et qui sont sans arrêt en train de s'améliorer, et qui doivent être sans arrêt aussi alimentés en exemples. C'est-à-dire que, dans le cas de la nudité, il va falloir que le robot sache faire la différence entre un contenu qui serait pornographique ou une vidéo de gens qui sont simplement à la plage en maillot de bain. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de peau visible qu'il y a un problème en termes de nudité par rapport aux conditions d'utilisation du site. Et à l'inverse, donc on peut alimenter le système en contre-exemple, c'est-à-dire en disant, par exemple, là, ce tableau apprend que c'est une œuvre d'art et un tableau, donc si on le voit quelque part, effectivement, il ne faut pas le bloquer. Là, pour le coup, ça demande beaucoup de ressources, et finalement même plus de ressources que la simple blocage d'œuvres par empreinte. Alors, d'un côté, l'inconvénient, c'est que tant qu'il n'y a pas l'empreinte, le film ne peut pas être bloqué, mais une fois qu'il y a l'empreinte, en général, ça fonctionne plutôt bien. Là, sur ces outils, alors autant c'est déjà utilisé pour les contenus même violents ou pornographiques, autant pour le droit d'auteur, là, il va falloir faire quand même pas mal d'expérimentations pour leur apprendre à mieux identifier les contenus, mais il y a beaucoup de possibilités déjà, par exemple, sur des contenus diffusés en direct, où c'est beaucoup plus difficile d'avoir une empreinte, puisque le match est en train de se dérouler en même temps, donc là, ça devient un challenge technique. Il y a des robots qui, aujourd'hui, assez facilement peuvent, si on les alimente en beaucoup d'exemples de films, de bandes-annonces, de programmes sportifs, d'émissions télévisées, vont assez vite, facilement être capables de dire ça ressemble quand même beaucoup à une compétition de sport. En plus, le fond est vert, il y a du vert un peu partout, donc il y a des chances pour que ce soit plutôt du foot ou du rugby. Il y a tout un tas d'outils qu'on essaye de recenser et qui vont pouvoir à l'avenir aussi améliorer la manière dont on va pouvoir, sur les grosses plateformes, être plus efficace qu'à l'heure actuelle. Mais clairement, c'est... oui. On n'aura pas de conclusion définitive à la fin du mois quand le rapport va sortir. Ce sera quelque chose plus des pistes à creuser. Mais il y a quand même beaucoup d'opportunités
Et quand vous dites qu'effectivement il faut nourrir ces logiciels d'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous le savez, mais nous tous, là, on travaille pour les systèmes d'intelligence artificielle sans le savoir. Notamment, à chaque fois que vous avez, par exemple, sur une vidéo, enfin, vous voulez accéder à un site qui vous demande une authentification. Alors, on vous met 9 petites photos, là, dit cliquez sur les passages piétons, cliquez, reconnaissez-vous un feu. En général, ça concerne des panneaux de signalisation routière. Et en fait, ces CAPTCHA, là, enfin, ces petits modules, financent les sites, mais alimentent surtout, permettent d'améliorer les algorithmes pour les voitures à conduite automatique, qui ont besoin d'un système expert extrêmement fin pour reconnaître un passage piéton ou un feu. Et c'est l'humain qui nourrit le moteur, le système d'intelligence artificielle. Par les quelques secondes de temps de cerveau que vous passez, vous améliorez l'algorithme des futures voitures sans pilote, quoi. Mais ça, évidemment, effectivement, et dans quelques années, c'est tout à fait possible que du coup, on n'ait plus forcément des panneaux de la route ou des bus à identifier, mais peut-être des images qui proviendraient d'un film. On dit identifier où se trouve le public, ou bien est-ce que, notamment les algorithmes ont du mal à identifier, par exemple, un objet en feu ou un coucher de soleil. Donc on nous demandera peut-être d'identifier est-ce qu'on voit le soleil quelque part, ou est-ce qu'il y a des flammes. Donc typiquement, oui, ça peut contribuer. Donc il y a quand même de l'espoir en termes de... D'accord. Mais bon, aujourd'hui, j'ai un film mainstream, comme on dit, qui se retrouverait sur YouTube, il ne va pas rester très longtemps, a priori. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut que l'ayant droit fasse aussi l'effort de faire le suivi. Il y a certains films effectivement qu'on voit quand même, on ne comprend pas trop pourquoi pendant des années. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il ne sera pas retiré automatiquement. Effectivement, il faut quand même qu'il y ait un moment, un effort de fournir suffisamment d'informations pour pouvoir l'identifier et en permettre le blocage derrière. D'accord. Les seuls qui sont à peu près protégés quelque part, c'est effectivement alors les youtubeurs qui eux-mêmes mettent volontairement et à la base de leur contenu sur YouTube. Donc eux ont même aujourd'hui la possibilité d'empêcher que d'autres personnes remettent leur même contenu. Donc ils ne l'utilisent pas tous, pas forcément, on en a interrogé pas mal, ils ne font pas forcément appel à ce genre d'outils, mais ils existent, ce qui permettrait déjà de limiter les copies ou les réutilisations de leur œuvre. Mais par contre, dès qu'ils deviennent un peu connus et qu'ils commencent à faire un certain nombre d'autres choses, très vite, que ce soit des programmes courts, par exemple, pour la télévision, ou de la musique, dans le cas de Squeezie, qui a fait une chanson, ou même des magazines sur lesquels ils apparaissent, assez vite, tous ces contenus-là sont diffusés sur les sites dont on parlait tout à l'heure, comme Zone Téléchargement ou autres. Donc en fait, eux-mêmes ne sont pas si protégés que ça, et tout le monde est réellement concerné, effectivement. Ça leur fait des vues en moins, donc des revenus en moins. Clairement, oui. Effectivement. Donc il n'y a pas de limite à la duplication des contenus, même en accès gratuit, quoi. Voilà, effectivement. Ok. Et pour finir, donc effectivement, de balayer alors sur les pratiques qui sont développées le plus récemment, dont on parlait déjà tout à l'heure. Donc le live streaming, on a un exemple, Channel Stream, qui propose soit des matchs en direct, ou soit aussi on peut regarder des chaînes en direct à longueur de journée. Donc là, c'est gratuit l'accès, mais c'est financé par la publicité. Ou soit les offres IPTV, qui là consistent à s'abonner pour 60 à 80 euros par an, et qui permet ensuite, depuis son ordinateur, depuis son téléphone, depuis sa Smart TV ou depuis des petites box, de pouvoir accéder à des milliers, 5000, 4000 chaînes. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe, alors qui est quand même moins utilisé aujourd'hui que les sites de streaming gratuits. On est sur un rapport quasiment peut-être de 1 à 10. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt professionnel et qui se développe. Donc, c'est-à-dire que ces sites-là, si j'ai bien compris, en fait, récupèrent les flux légaux, entre guillemets, qui viennent de Canal+, Being, des providers payants, récupèrent un flux comme ça, voire plusieurs, justement, pour éviter la traçabilité de l'origine, et puis remettent sur leur serveur à eux, à disposition, donc sans cryptage, sans protection, avec eux leur propre portail, en disant... Effectivement, oui. C'est pas un piratage de l'accès à l'offre légale, c'est vraiment là de la capture de flux et de la rediffusion illicite. Donc effectivement, il y a une évolution il y a quelques années où les mêmes gros acteurs étaient spécialisés dans les décodeurs pirates de flux satellites,
qui ont beaucoup amélioré leur système de chiffrage, ce qui fait que ça devenait quand même compliqué d'être toujours à jour sur les techniques de déchiffrage, en l'occurrence, pour casser les codes. Et finalement, à un moment, ils ont basculé en se disant c'est plus simple que nous-mêmes à un endroit, on récupère les flux et puis ensuite qu'on les rediffuse entièrement illégalement. Donc là, ils gèrent effectivement toute la chaîne. Et donc à charge pour les ayants droit et pour les organismes de défense des professionnels de pouvoir on dit disrupter, enfin déranger, gêner au plus le fonctionnement de ces réseaux. Parce que là, ça ne profite pas aux diffuseurs. Enfin, pour la petite anecdote, au début de Canal+, dans les années 80, il y avait une revue spécialisée qui s'appelait Le Haut-Parleur, qui avait publié les plans du décodeur de Canal+. Donc c'était un décodeur analogique à l'époque. Donc Canal+ avait dégainé l'artillerie lourde en essayant de faire empêcher effectivement que ça soit diffusé. Et finalement, ils se sont aperçus au bout d'un moment, ils ont laissé faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, voire un nombre certain de décodeurs pirates qui ont existé, qui permettraient d'accéder à Canal+. Mais Canal+ savait qu'un an, 6 mois, 1 an après, il basculerait à un autre système qui rendrait le premier décodeur artisanal caduc. Et il s'est passé ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire que la base de consommateurs qui s'étaient habitués à regarder Canal+, finalement, finalement c'est pas si mal, donc je vais m'abonner et je vais prendre l'offre légale. Donc quelque part, ils ont initié le marché, sachant très bien qu'ils étaient piratés. Mais là, en l'occurrence, c'est différent, puisque comment dire, ces services-là se rémunèrent directement et sans reverser aux effectivement. Alors le but, c'est quand même toujours de les faire fermer pour essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une forme de migration ou de basculement, ou essayer de faire en sorte aussi qu'ils ne se développent pas trop, ou pas plus qu'à l'heure actuelle. Mais c'est quand même plus compliqué puisque la plupart aussi utilisent, là on a des exemples d'offres qui vont jusqu'à 9000 chaînes TV et qui vont avec la box, mais la petite box en question c'est vraiment un petit boîtier de type Android sur lequel on peut désinstaller, réinstaller des choses. Ouais. On n'est pas du tout sur des décodeurs qui sont protégés, qui peuvent être mis à jour par les diffuseurs. Là effectivement, à partir du moment où le flux est volé à un endroit et rediffusé sur tout un tas de plateformes, d'applications et d'appareils, c'est plus compliqué d'agir en bout de chaîne. Donc ça c'est un player multimédia classique, quoi. Enfin, mais sauf qu'il est chargé avec une application spécifique qui permet d'accéder au flux. Voilà. Dans ces cas-là, même chose qui est carrément paramétré avec un abonnement créé pour l'acheteur qui fait que ça va fonctionner pendant 1 an ou 2 ans selon ce qu'il a acheté. Alors évidemment, le risque c'est que quand on dépense 180 € sur Amazon pour avoir le boîtier plus l'offre qui fonctionne peut-être sur 1 ou 2 ans, si dans 2 semaines le service ferme ou est interrompu, là ça fait cher. L'achat pour finalement pas grand chose, donc ça reste quand même risqué. Bon, et aussi il y a des efforts à faire aussi avec toutes les grosses plateformes pour faire en sorte que déjà elles vendent plus ce genre de produits qu'elles sont pas censées vendre, mais après il faut aussi les aider elles-mêmes à pouvoir les détecter plus facilement, toutes ces offres et ces annonces, ce qui est pas forcément facile pour des chaînes par exemple, parce que c'est vrai que tant que le nom de la chaîne n'apparaît pas, si Canal+ veut agir, si le nom de Canal+ n'apparaît nulle part dans l'offre, c'est difficile d'exiger d'une plateforme qu'elle retire une offre qui potentiellement, si on lit entre les lignes, peut ou pas proposer Canal+. C'est un enjeu où là, peut-être aussi, les autorités indépendantes peuvent aider à concentrer les demandes et à faire en sorte que les choses bougent, pas forcément d'une seule boîte et d'une seule marque, mais de manière plus globale. Alors, si j'ai bien compris, donc là ça concerne donc les chaînes qui émettent du cinéma, mais aussi et surtout là, des chaînes qui émettent des sports, enfin des transmissions sportives, c'est ça? Tout le monde est concerné. Alors, c'est-à-dire qu'on a remarqué sur une étude qu'on avait faite l'année dernière en interrogeant y compris des utilisateurs, c'est que très souvent le déclencheur, ça va être quand même la volonté de voir du sport ou des chaînes premium pas sans payer, mais à moindre coût. Donc ça, c'est le moteur qui attire le plus. Mais ensuite, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils regardaient le plus, ils avaient quand même souvent tendance à parler de films, de séries télé ou de documentaires. Et c'est parce qu'en fait, à l'intérieur de ces offres, on peut avoir 9000 chaînes télé et peut-être 12 000 contenus à la demande. Donc il y a du linéaire, les chaînes en direct, et du non linéaire. C'est vraiment proposé au sein du même produit, donc ça devient des outils un peu tout en un, et qui peuvent du coup fonctionner aussi sur la télévision. Donc ça, c'est effectivement le danger, c'est que finalement, avec un produit d'appel qui est très souvent le sport d'ailleurs, dans même les visuels qu'on voit, c'est quand même très souvent orienté sport, mais derrière, tout le monde, de nouveau, se retrouve concerné par le problème, parce que c'est une porte d'entrée. En même temps, si le foot amène à la consultation documentaire culturelle, bon, finalement, c'est un effet positif.
Sauf qu'en l'occurrence, là, c'est que dans le périmètre illicite. Donc, effectivement. Dommage. Bon, en attendant les offres légales, on peut peut-être en dire peut-être un petit mot justement des offres légales sur notamment ce qui va être disponible en France. Alors, on parle de Salto, enfin de l'agrégation de TF1, France Télé, M6 sur les offres légales. Alors, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas forcément d'infos là-dessus, mais est-ce que vous observez quand même je dirais un changement des pratiques, des usages de consommation illicite lorsqu'il y a un service licite qui apparaît comme ça? Est-ce qu'il y a des vases communicants? Est-ce que vous avez observé un peu des... Alors, il y a des allées et venues d'ailleurs, hein, c'est parce que c'est toujours un jeu de flux. Notamment si on prend le cas de France Télévisions, qui va faire partie de Salto, à un moment, eux-mêmes, pour que leur contenu soit diffusé le plus possible, ont volontairement mis tout un tas de documentaires et d'émissions en entier sur YouTube, financés par la publicité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait de manière assez massive pendant peut-être 2 ans, je crois. Mais là, cet été, il y a eu une marche arrière complète, où effectivement tout est retiré. Alors on continue à utiliser les plateformes de type YouTube à titre promotionnel avec des extraits, mais les contenus sont retirés pour être remis le plus exclusivement possible sur des nouvelles plateformes ou sur des plateformes qui sont propriétaires. Et j'imagine que vu que la tendance se poursuit, c'est que ça doit effectivement avoir un effet. Donc il y a toujours une... Non, effectivement, alors Arte est un peu... Oui. Donc chaque chaîne peut avoir ses différentes stratégies. Mais clairement... je crois que la BBC a mis en ligne, enfin ils ont leur système leur Salto à eux, enfin ils ont un BBC Player. Est-ce qu'il est piraté lui aussi? Est-ce que vous avez des infos là-dessus sur l'offre? Pas d'infos sur les audiences notamment par exemple. Ce qui est à peu près sûr, c'est que tout ce que font propose est sûrement piraté par ailleurs, parce qu'ensuite vu du point de vue de l'offre pirate, à la limite c'est le prix d'un contenu pour le client, dire le prix de l'offre joue beaucoup. Et d'ailleurs, quand c'est trop cher, on se rend compte que les gens sont plus prêts à s'abonner à tous les services, mais vont plutôt avoir tendance à pirater. Par contre, pour le pirate, lui, peu importe que le contenu qui veut s'accaparer soit très cher ou soit même donné gratuitement, à partir du moment où c'est quelque chose qui intéresse les gens et pour lui, ça peut lui amener sur son site pirate du trafic, il n'y a aucun problème. On sait qu'il va pour lui, le prix du bien n'est pas forcément le plus important. C'est plutôt l'attractivité du contenu qui fait qu'il va le proposer ou pas. Est-ce que vous arrivez à tirer les chevaux, enfin, à détricoter la pelote de laine et savoir d'où viennent tous ces sites pirates là? Alors là, c'est plus... l'Adopi n'est pas forcément le mieux placé pour le faire, parce qu'on n'a déjà pas forcément tous les outils, ne serait-ce qu'en termes de qui possède tel droit sur tel type de contenu. Là, c'est plus effectivement toutes les organisations. Alors, on parlait tout à l'heure de l'ALPA. Eux peuvent effectivement... sont plus armés pour mener ce genre d'enquête, pour réagir par rapport aussi au signalement de leurs membres. Donc ça, c'est un travail qui est assez d'ailleurs important en termes de stratégie quand on veut lutter contre le piratage. Il y a un moment, c'est aussi important, à travers les organisations professionnelles, de pouvoir se concentrer, parce que c'est là où on a aussi le plus de résultats, clairement, plutôt que quand on cherche à agir en tant qu'ayant droit individuel, où là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Voire même, ça peut être contre-productif si on lance des démarches de manière un peu sauvage ou indépendante, sans savoir qu'en parallèle, il y a une enquête de la police et on peut du coup perturber le fonctionnement, ou des fois un prestataire peut-être qui travaille pour le producteur va pouvoir diffuser, ça se fait moins aujourd'hui, mais à une époque, diffuser des faux fichiers préventivement sur Internet pour tromper un peu les pirates. Alors c'est plus difficile aujourd'hui parce que les gens qui postent eux-mêmes sur les sites sont devenus des professionnels, donc n'importe qui peut pas arriver et diffuser n'importe quoi. Mais ça, c'était quelque chose qui se faisait, et des fois le distributeur lui-même payait un prestataire pour supprimer tout ce qui ressemblait à des copies pirates. Donc on avait des stratégies qui pouvaient venir se contredire. Donc c'est aussi important de se coordonner, alors ensemble à travers l'industrie et aussi entre les différents partenaires au niveau de la distribution d'un contenu. Tout à fait. Donc le sujet de la table ronde étant le piratage des contenus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a un piratage peut-être moins spectaculaire et heureusement plus exceptionnel qui se passe, mais côté professionnel pour le coup. On sait que les infrastructures de TV5 Monde ont été hackées à un moment. Récemment, là, il y a 2 semaines, sur M6, il y a eu aussi une attaque, une cyberattaque sur leurs infrastructures. Est-ce qu'on a des infos un peu sur en côté professionnel sur, je dirais, le piratage pour le coup de contenu professionnel? Est-ce que on observe par rapport aux fuites que, a priori,
c'est quelque chose qui est moins fréquent qu'à une certaine époque. D'où on parlait tout à l'heure justement du fait qu'il y a beaucoup plus de contraintes, ça limite les fuites. Donc ça, on peut le remarquer. Après, et notamment par rapport à une époque où il y avait eu Sony Pictures, avait été aussi très impacté. HBO, alors c'était pas HBO eux-mêmes, mais c'était un laboratoire, un sous-traitant qui travaillait pour HBO et qui avait été aussi la cible d'un piratage et l'objet de fuites. Ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même moins, mais le risque, il est toujours là. Donc, quelque part, la vigilance, il ne faut jamais la relâcher au niveau professionnel pour limiter les fuites. Ça reste la règle de base, je dirais. Et ensuite, malgré tout, pour éviter d'être pris de court quand ça arrive, parce que de toute façon, tôt ou tard, les contenus sont piratés, c'est aussi important d'anticiper le plus possible et de se préparer, notamment avant qu'il y ait des fuites, de faire les empreintes sur les plateformes telles que YouTube ou autres, qui fait que dès les premières copies, elles seront bloquées et ne pas attendre qu'il y en ait déjà. Sinon, ça met plus de temps à être retiré. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils qui est en place et un certain nombre de pratiques. Alors qui vont de ne pas utiliser ces mots de passe partout ou chiffrer les contenus quand on les fait passer d'un serveur à un autre, ça c'est évident. Mais ensuite, bien s'assurer qu'on a différentes expertises, soit en interne, soit en externe, selon le type d'ayant droit qu'on est ou selon le type de prestataire. Se préparer et aussi même avoir une stratégie qui fait que quand les problèmes arrivent, on est déjà prêt, on sait qui va pouvoir envoyer des notifications, faire supprimer des contenus, il faut mieux anticiper et aussi des fois pas forcément vouloir tout nettoyer en permanence. C'est-à-dire que la première fuite, elle est toujours gênante, parce que si on la bloque pas tout de suite, elle va pouvoir se répandre sur tout un tas de plateformes. À l'inverse, une fois que c'est fait, il faut plutôt prioriser, c'est-à-dire se concentrer sur les plateformes qui ont une grosse audience pour pouvoir faire le ménage dessus. Et si une copie d'un contenu reste sur une plateforme qui est là pour le coup est plus petite, c'est moins s'obstiner dessus, parce qu'il y a peut-être plus important ailleurs. Donc cet exercice-là est assez important si on veut éviter de paniquer. Ok, on a encore 5 minutes pour quelques interventions, remarques, questions. Alors, il y a même il y a pas mal d'exemples ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, je parlais tout à l'heure de l'UIPO, qui a créé un certain nombre de groupes d'experts d'ailleurs pour évoquer différents sujets. Alors, ça peut être l'IPTV dont je parlais, comment est-ce qu'on peut mieux décortiquer les plateformes IPTV, voir comment ça fonctionne. D'autres travaillent plus sur les intermédiaires, c'est-à-dire comment on peut, à défaut de pouvoir faire fermer un site, comment on peut, en contactant les intermédiaires techniques ou du monde de la finance, contraindre les intermédiaires responsables à ne plus travailler avec des services illicites. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits à ce niveau-là, au niveau européen, qui mélangent le public et le privé d'ailleurs, en termes de stratégie, et c'est quelque chose qui est assez efficace. Et sur les actions plus, coup de poing, là au niveau de Eurojust ou Europol, notamment Europol, il y a des opérations qui ont déjà été menées au niveau européen dans différents pays, toujours sur l'IPTV d'ailleurs récemment, notamment par rapport à des demandes de l'industrie du sport, et qui ont permis d'arrêter le jour même des opérateurs d'un réseau IPTV qui étaient dans un pays, des serveurs qui étaient dans un autre, des comptes bancaires dans un autre pays. Donc il y a une synchronisation qui se fait et qui permet effectivement de quand même d'avoir un peu plus d'effet. Et même au niveau mondial, il y a depuis... il y a la MPA qui représente les gros studios américains qui existent et qui s'est étendue, qui s'est ouverte à d'autres acteurs, comme notamment on retrouve cette fois-ci Netflix, Amazon, Canal+, des producteurs européens, et qui sur les gros réseaux, notamment en Asie ou en Amérique du Nord, de revente de box avec les services associés, donc tout est packagé, ils ciblent ce genre de réseau, et le fait d'avoir aussi des membres qui se mettent ensemble, se coordonnent, et aussi une capacité d'action sur les différents continents, ça permet d'avoir des effets qui sont assez impressionnants. Même récemment, sur du streaming, des plateformes comme Streamango et une autre qui devait être probablement liée, ont même d'elles-mêmes fermé, finalement, sous la pression, parce qu'ils sont là, ça devient quand même compliqué. Donc c'est effectivement quelque chose qui est important. Au niveau macro, il faut que tout le monde travaille ensemble, mais ce qui n'empêche pas qu'ensuite, au niveau micro, chaque ayant droit aussi s'assure que lui-même a bien demandé à ce que ses œuvres il y ait des empreintes sur ses œuvres sur les principales plateformes pour qu'elles soient bloquées. Et ça, c'est des techniques qui vont
de fait que la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur va s'appliquer, la plupart des grosses plateformes vont mettre en place ce genre d'outils, donc il faut aussi s'en servir. Il faut agir au debout de la chaîne. La directive européenne, elle va s'appliquer à quel moment, quoi? Est-ce qu'elle va être adaptée? Vous avez une idée sur... Alors il y a déjà un avant-projet de loi qui a été diffusé, et il y a le projet de loi lui va être, je crois que c'est au mois de novembre ou décembre, on devrait l'avoir. Et clairement, il est prévu que donc la transposition des outils sur les grosses plateformes, ça c'est prévu. Le fait aussi de donner plus de moyens, y compris à l'Adopi, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir s'inscrire ou utiliser des services illicites, dans le but, là aussi c'est nouveau, de pouvoir les caractériser. Les buts peuvent être différents, ça peut être soit dans le cadre d'une action en justice ou d'une plainte, de pouvoir appuyer les ayants droit en certifiant. Et nous-mêmes, on ne représente pas les ayants droit, hein, donc on est indépendant. On peut du coup apporter une forme de certification que le service est bien illicite. Ça peut aussi servir à constituer des listes de sites qu'on pourra présenter à tous les prestataires techniques ou financiers en disant voilà, nous on a vérifié que ces sites-là posent vraiment problème, évitez de travailler avec eux parce que c'est effectivement plutôt source de problèmes. Donc il y a beaucoup de choses en fait. Oui, la loi est assez riche. Alors, elle n'est pas encore votée, donc il faudra voir effectivement ce qu'il en reste. Les débats vont bientôt commencer. Début 2020, a priori. Pour les premiers débats, oui. Et pour l'évolution, donc même l'Adopi devrait d'ailleurs évoluer, devenir l'ARCOM avec le CSA, donc l'autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques. Ce serait plutôt pour 2021. Bon, donc si on fait une table ronde l'année prochaine, ça sera encore en titre d'Adopi, mais en 2021, ça sera... Probablement. Donc voilà. Ok. D'autres questions? Non, bah écoutez, merci Didier d'être venu à Léo, et puis peut-être à l'année prochaine pour refaire un point. Mise à jour. Bonne fin de journée. Merci.